Alors, François, il va falloir que tu nous fasses rêver quand même sur la fin. Comment on arrive à l'enchantement alors qu'on a promis depuis le début, depuis tout à l'heure? Eh bien, avant d'entamer ce sujet sur lequel je crois tout le monde m'attend, Avec beaucoup d'impatience. je voulais dire deux choses. D'abord, rappeler à l'assistance un livre extraordinaire qui s'appelle Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, qui a reçu le prix Goncourt et qui décrit magnifiquement l'histoire d'une arnaque qui se déroule après la guerre de 14-18, l'arnaque au monument aux morts. Et je vous invite vraiment à le lire parce qu'il y a presque tous les ingrédients de ce qu'on a pu exposer à l'instant et pourtant ça se passe longtemps au siècle dernier. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que oui, moi j'ai connu les Fake School et j'ai commencé ma carrière dans une société américaine qui s'appelle IBM et c'était en 1987. La première chose qu'on m'a demandé de faire quand je suis rentré chez IBM, c'était de signer la règle de conduite dans les affaires. Donc d'ores et déjà, à l'époque, on nous remettait un petit bouquin et il y avait intérêt à l'avoir lu parce qu'il y avait un terreau. Hein. Donc c'est vraiment pour dire que ces éléments-là qu'on est en train d'exposer aujourd'hui, c'est pas nouveau, ça a souvent existé et finalement prendre les choses dès le départ, au moment où les gens intègrent l'entreprise, pour finalement porter les valeurs et les faire approuver, c'est le premier pas indispensable pour lutter contre cette cybercriminalité. Donc j'en viens maintenant aux propos sur lesquels on va s'exprimer. Donc aujourd'hui, la cybersécurité, c'est d'abord question de protection de ce que l'entreprise a de plus précieux, c'est-à-dire l'humain. C'est-à-dire que finalement, l'argent, les actifs, etc., à tout moment, il y a de l'humain. Il y a de l'humain dans le cas qu'on a expliqué de la victime de la fraude. Il y a de l'humain qui est le fraudeur et de son comportement. Il y a de l'humain dans l'exemplarité. Et puis, là où j'interviens maintenant, c'est aussi le client. C'est-à-dire que l'entreprise, elle existe dans un écosystème. Et donc, face à ces risques de sécurité, il est extrêmement important que le client soit convaincu de l'exemplarité aussi de son fournisseur et que ces données sont protégées et que c'est pas à lui qu'on va voler son argent. Donc le premier élément sur lequel je voudrais vous parler, c'est la confiance. Donc la confiance, elle repose sur plusieurs piliers. Il y a les clients, il y a les partenaires, il y a les fournisseurs. Donc il y a tout un écosystème de confiance qui se crée, parfois de lien direct entre le client et l'entreprise, parfois via des intermédiaires qui sont des partenaires. Et puis il y a aussi tout le comportement que l'entreprise peut avoir vis-à-vis de ses fournisseurs. Et donc voilà, le premier point de confiance dans cet écosystème, c'est de s'afficher, c'est d'afficher le visible. Donc la façon d'enchanter, c'est aussi une façon de réassurer. On crée la confiance parce que on donne des indications que cette confiance, elle est concrète. Donc c'est d'abord l'application des bonnes pratiques, donc des choses sur lesquelles les gens vont se reconnaître, hein, ils auront l'habitude, ils ne seront pas surpris, hein, ce ne sera pas anormal, ce sera dans les procédures, des trucs qu'ils connaissent déjà. Il y a les engagements de l'entreprise qu'elle prend vis-à-vis de ses clients, par exemple, lorsque on propose des moyens de paiement un peu innovants à ses clients, il est assez important que le client soit totalement convaincu que les données bancaires qu'il a confiées à son fournisseur ne vont pas être dévoyées ou piratées, comme on en entend assez souvent, et servir ensuite à le plumer. Hein. Même, ce ne sera pas le fournisseur. Et puis, il y a la partie organisationnelle. Cette organisation, elle doit être limpide. Il doit être très très clair pour le client, pour l'inscrire dans un climat de confiance, que l'entreprise fonctionne sérieusement avec des gens qui sont responsables de ce qu'ils font, peu importe si c'est une hiérarchie très pyramidale ou si au contraire, si c'est un râteau étendu. En tout cas, l'organisation, elle doit être très très claire. Et ça veut dire aussi savoir, en cas d'anomalie, s'il y a quelque chose qui ne va pas, comment je peux le faire savoir.
Et donc tout ça, c'est des éléments objectifs, et je vais vous donner quelques exemples dans un instant. Et puis, il y a derrière, comme le canard, vous avez déjà vu cette image-là, hein, le canard, il est calme en surface, hein, tout va bien. Puis à l'intérieur, sous l'eau, là, on voit les pattes qui pédalent. Donc, dans l'invisible, l'entreprise, elle a aussi des responsabilités de scoring, de s'assurer lorsqu'il se passe quelque chose, est-ce que ça rentre dans des critères de risque ou pas, hein, d'alerte, hein, on l'a dit, typiquement, quelqu'un qui se retrouve seul à devoir décider d'un virement à 300 000 euros sans rien dire à personne, c'est carrément louche. Donc, je vais y revenir, mais heureusement, ta collaboratrice a eu le bon réflexe de venir frapper à ta porte, mais normalement, ce genre de situation, il doit être parfaitement clair dans l'entreprise que ça n'arrive pas, parce que c'est juste pas possible. Mais ça, c'est un combat de tous les accents. Il y a aussi les protections, la crypto, le digital, etc. Donc là, j'ai mis le signe du yin et du yang, hein, parce que finalement, tout ça est question d'équilibre. Mais je vais vous donner quelques exemples quand même. Le premier, puisqu'on a dit qu'on parlait un peu de paiement, le premier, c'est le paiement sans contact. Vous savez que la plupart des cartes bancaires aujourd'hui sont équipées d'une fonctionnalité qui n'est pas si nouvelle que ça, hein, c'est le paiement sans contact qui vous permet jusqu'à 20 € de poser votre carte sur un terminal et de pouvoir payer sans saisie de code. Donc là, typiquement, on pourrait se dire, il y a risque. Hein, mais le risque, en l'occurrence, n'est pas nul, mais le risque, il est quand même extrêmement bien maîtrisé. Il est à la fois maîtrisé du côté bancaire, hein, donc ça veut dire que vous, individu personnel, si vous êtes fraudé sur un paiement sans contact, c'est la banque qui est responsable, donc c'est l'émetteur, hein, qui devra vous rembourser. Il y a des sécurités sur la carte, donc le nombre de paiements sans contact, il est suivi. Le cumul des dépenses de paiement sans contact, il est également suivi, donc ça veut dire que le risque, il est capé. Donc face à une ouverture qui va vers une simplicité, fluidification du paiement, on a en face un certain nombre de garde-fous qui ont été pris en compte pour pouvoir assurer cette sécurité. Mon point ici, c'est de dire que c'est bien une question d'équilibre. C'est par rapport au risque sur lequel vous voulez vous protéger, eh bien, vous mettez un certain type de barrière. Parce que si vous agissez pas comme ça, vous risquez de faire des barrières tellement hautes que là, vous n'avez plus d'enchantement du tout. Vous avez un client qui est lassé, qui en a marre. Hein, bon, je ne citerai pas le nom de la banque, mais moi, j'ai quitté une banque qui me demandait de telles contraintes pour faire des virements, avec mon téléphone et des codes et 4 mots de passe à rentrer, etc. Je les oubliais tout le temps et ça m'a énervé. Donc, alors, ils avaient sûrement vachement raison de le faire. Ils étaient plus vertueux que les vertueux. N'empêche que, moi, client, ça m'a énervé. Donc, adapter la riposte. Et puis, ce que je voudrais dire aussi par rapport à ce climat de confiance, je voudrais vous citer 2 entreprises qui me paraissent vraiment exemplaires dans leur façon de traiter la confiance. La première, c'est Airbnb. Airbnb, c'est quand même assez phénoménal. Voilà une entreprise qui a seulement quelques années d'existence, et pourtant, vous avez des millions de gens qui n'hésitent pas finalement à confier leurs clés d'appartement là où ils habitent à des gens dont ils n'ont jamais entendu parler. Comment ça peut arriver, ça? Parce que vous avez finalement le tiers de confiance Airbnb qui va garantir, finalement, il a réussi à créer une marque de confiance mondiale. Hein, comme quoi, lorsque vous, en tant que client, vous avez besoin de louer quelque chose, vous allez pouvoir lui confier vos données bancaires finalement pour acheter un service. Je loue pendant quelques jours, et vous allez le faire parce que vous avez la garantie que si ce service n'est pas rendu, votre argent ne sera pas débité. Et réciproquement, celui qui va louer son appartement, il a le même niveau de garantie, c'est-à-dire que à partir du moment où le service est rendu et où il n'y a pas d'incident, eh bien, il a la garantie d'une part qu'il va être payé, et d'autre part que s'il y a incident, eh bien, il y a en effet quelqu'un entre les deux qui va pouvoir attaquer le fraudeur, mais aussi prendre en compte son préjudice. Bon, je voulais vous parler d'Uber aussi, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, mais Uber, c'est un peu la même chose. Voilà, tout ça, c'est les modèles de disruption. On parle d'ubérisation. Donc, c'est quelque chose qu'il faut regarder de très très près. Aujourd'hui, dans le rapport au paiement, on est en train d'évoluer d'une situation où on vient, on paye, on s'en va avec le produit, à des situations où vous avez des gens qui sont des intermédiaires et donc qui vont garantir en fait ce décalage de temps entre la réservation d'un service et le dénouement de ce service.
Alors, j'avais aussi un point sur mais ça c'est plus une question de posture. Hein, c'est pas directement associé à ce slide de confiance, mais je dis quand même, c'est en fait dans la performance de l'entreprise, l'enchantement, ça passe par une notion, vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la symétrie des attentions. C'est-à-dire la conscience que pour assurer un niveau de qualité de service à vos clients, eh bien vous êtes tenu à des obligations. Et donc ces obligations, il vous appartient, vous, en tant qu'entreprise, de les exprimer à vos clients. Et donc, par cette symétrie-là, vous créez un échange avec le client qui est donc ce principe de symétrie dans lequel le client reconnaît que vos demandes sont fondées, elles sont bien expliquées, et donc qu'il est de son intérêt de le traiter. On voit par exemple le cas typique, c'est ce qu'on appelle le KYC, le Know Your Customer. Vous savez très bien, beaucoup d'entre vous ici, vous devez connaître vos clients. Donc, lorsque vous ouvrez un compte, vous demandez tout un tas de pièces. J'ai même eu, en tant que conseil, on me l'a fait une fois, une entreprise qui m'a demandé d'envoyer par lettre recommandée avec AR mon RIB. Et du coup... ils m'ont renvoyé non, c'est eux qui m'ont envoyé une lettre recommandée avec AR, donc ils ont vu que mon adresse était bonne. Voilà, il y a eu un truc comme ça. Bon. Mais je veux dire par là, on se dit, celui qui fait ça, la vache, avant qu'on me vole mon argent sur mon compte, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Alors le deuxième élément, il a été abondamment expliqué, donc je ne vais pas passer de temps là-dessus, mais c'est l'aspect des collaborateurs, c'est l'aspect de la prévention. Ce chiffre n'a pas été cité, il ne vient pas de Grant Thornton, il vient d'un grand cabinet aussi. 35% des incidents sont liés aux collaborateurs. Donc c'est vraiment effectivement le nerf de la guerre, les collaborateurs. Donc on a beaucoup parlé de, évidemment, la fraude de président, je ne vais pas revenir dessus. On a parlé de charte éthique, donc former les gens à partir d'éléments objectifs, les responsabiliser, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils soient capables d'agir seuls lorsque quelque chose est anormal. Donc typiquement la bonne réponse, quand on me demande, même si c'est un email, surtout perso, du président qui me demande de virer 300 000 euros dans un lieu où on sait très bien que l'argent, c'est impossible de le récupérer, normalement, ça doit faire tilt. Donc ça passe aussi par la formation. Et puis l'anticipation, faut, comme l'expliquait Valérie, c'est sûr qu'il y a beaucoup de cas de fraude qui sont connus, mais il y en a plein qui ne sont pas encore connus, même pas encore inventés. Et donc, c'est d'essayer aussi d'avoir un coup d'avance sur les fraudeurs. Et donc, le point là, par rapport à l'enchantement, par rapport à mon topo, finalement, tout ce qu'on entend là, c'est des questions de bon sens. Le bon sens veut que quand on me demande de virer 300 000 euros au bout du monde, c'est suspect. Normalement, ça doit faire dring. La rigueur, c'est-à-dire quand on est quelqu'un de rigoureux, on peut difficilement accepter que, même si c'est le président, il bypasse la hiérarchie pour donner des ordres qui sont vraiment étonnants. Et puis le troisième, c'est l'honnêteté. Et c'est toi qui citais l'autre cas, Isabelle, le cas de gars qui dit oui, faut rien dire à personne, même si je suis en face de vous, vous laissez rien paraître, etc. C'est juste pas possible ça. Donc c'est gens malhonnêtes qui font. Donc partant du principe qu'un grand dirigeant d'entreprise ne peut pas être malhonnête, sinon il serait pas un grand dirigeant d'entreprise. Eh bien c'est ce genre de rhétorique qu'il faut avoir. Et donc derrière, on parlait d'éthique, et dans le slide suivant, moi, je vais vous parler de communication dans 2 slides, mais je vais y venir, qui est en fait les valeurs de l'entreprise. Donc, on les incarne à travers une charte éthique, mais moi, je vais beaucoup plus loin. Aujourd'hui, c'est la plateforme de communication de l'entreprise qui doit aussi porter ces valeurs-là, d'honnêteté, de clarté, de valeur. Parce que si l'entreprise, elle porte haut, très très haut, toutes ces valeurs, eh bien, d'ores et déjà, ça démine pas mal de choses par rapport au risque de fraude. Alors là, on y va. Maîtriser, là, on parle de la transformation digitale, puisque ça, c'est un grand sujet aujourd'hui. On a vu Pierre Lemaître en 1918, là, on est maintenant en 2016. Donc, aujourd'hui, on cherche à développer des expériences clients enchantées
c'est simplifier la vie. Regardez aujourd'hui Air France, comment il s'est transformé avant. Pour ceux qui ont connu ça, on allait dans une agence de voyage, acheter un billet d'avion. On faisait la queue, on payait, etc. Aujourd'hui, ça vous vient plus à l'esprit. Vous allez dans une agence de voyage si vous faites un voyage. Si vraiment vous avez beaucoup d'itérations ou une demande très complexe. Dans la plupart des cas, ça a été dématérialisé, et Dieu merci. Donc la dématérialisation à la fois constitue une opportunité, et quand je parle d'espace client sécurisé, je fais plusieurs missions là-dessus, souvent on peut charger une pièce, la pièce elle est en photo, elle est en PDF, donc on se pose la question tout de suite, c'est comment on vérifie la pièce. Une pièce, par exemple, qu'on peut facilement dématérialiser, c'est un RIB. Mais il n'y a rien de plus facile à copier qu'un RIB, quand même. Franchement. Et l'entreprise qui m'a demandé d'envoyer une lettre commandée, celle-là, elle avait bon, quand même. Alors, c'est sûr, c'est super lourd, surtout par rapport à l'argent qu'elle me devait, mais quand même, c'est super vertueux. Et aujourd'hui, vous savez certainement, les banques travaillent sur des sujets de sécurisation des RIB. C'est un domaine de SEPA Mail, donc qui définit les échanges sécurisés de type SEPA. Et donc vous avez un chantier dedans qui s'appelle Diamond, qui permet de travailler sur la sécurisation des RIB et de faire en sorte justement qu'on ne puisse pas dupliquer les RIB, c'est-à-dire que les RIB soient associés à l'Agence nationale des titres sécurisés. Donc il y ait un élément très clair pour que, n'est-ce pas Isabelle, on ne puisse pas faire envoyer l'argent sur un faux RIB. Parce que quand vous envoyez votre facture, il y a un numéro de RIB qui est marqué en clair dessus. Et qu'est-ce qui vous prouve qu'il est bon? Que c'est pas quelqu'un qui a copié votre facture, là, il l'a intercepté, et puis il a marqué un numéro de RIB qui est un autre. Deuxièmement, deuxième point, c'est l'interactivité. Aujourd'hui, on crée des expériences enrichies avec le Figital. Donc c'est ça aussi, avec mon téléphone, je reçois une alerte, je suis informé, voire je peux même payer. On a parlé de paiement beacon, et on a des trucs super malins, des balises, des bots, c'est des morceaux d'application qui s'installent tout seuls, des SMS avec des sécurités. Donc il faut rester extrêmement prudent aussi dans tous ces trucs-là et bien jongler avec les canaux, parce que derrière toutes ces belles choses se cachent des esprits malveillants avec des antennes qui peuvent capter les signaux numériques. Il y en a qui se font très très peur. Alors j'ai parlé du paiement sans contact, c'est souvent des amis. J'ai été un des premiers. J'ai été un de ceux qui a lancé la première carte de paiement sans contact en France, et c'était en 2007. C'est le groupe Auchan qui l'a fait. C'était Banque Accor. En 2007, on était terrorisés. On disait oui, peut-être qu'il faut mettre un étui en acier autour de la carte. Et alors, je me rappelle encore le marketing qui dit mais si on met un étui en acier, nos clients ils préféreront encore donner un coup de ciseau dans la carte. Donc c'est pas comme ça qu'on enchante les gens en leur disant mettez votre carte dans un étui en aluminium. Mais en réalité, la réalité du risque, elle n'est pas supérieure au paiement sur Internet. Dans le transit des données, c'est même plutôt plus compliqué. Et puis, si on regarde les choses en face, posséder un terminal de paiement, être capable d'encaisser des paiements sans contact à haute fréquence, ça se voit. Donc très très vite, les banques sont capables de votre banque acquéreur, elle détecte ce genre de choses. Et donc, comme en plus ils sont responsables de la fraude, je pense que vous pouvez quand même être pas mal rassuré sur la réactivité. Et puis, le troisième point sur lequel je voudrais insister dans l'enchantement, c'est que surtout, et spécialement en matière de paiement, dès qu'il y a de la sécurité, n'essayez pas de réinventer la roue. Au contraire, c'est en jouant collectif, c'est en travaillant tous ensemble, c'est à travers des standards communs qu'on est capable de progresser. Sur le 3DS, je dirais simplement un mot, je tiens de McDonald's. Quand McDonald's a lancé son wallet marchand, c'est-à-dire une application de paiement mobile qui permet de réserver son sandwich à distance et derrière de l'avoir prépayé pour gagner du temps au moment de le retirer. Eh bien, McDonald's a fait différents tests de sécurité et finalement a opté pour un 3D Secure systématique. Alors, il y a certaines personnes qui disent « Ah oui, mais c'est emmerdant, on reçoit un SMS, il faut retaper le code, etc. » C'est une friction, ça, c'est un irritant dans un parcours client. Eh bien non. En fait, c'est là où on parle d'enchantement. C'est McDonald's a décidé que le fait qu'il ait envoyé un 3D Secure, c'est d'abord un message qu'il envoie à ses clients de dire « Chez McDonald's, il n'est pas question que vos données bancaires soient fraudées. Donc on vous demandera le 3DS à chaque fois parce que jamais vous ne constaterez chez nous une fraude parce que vous avez payé avec notre outil. » Mais
Je parlais aussi d'effet invisible. Il y a un deuxième effet derrière ça. C'est pas qui se coule celui-là. C'est un effet. McDonald's a plus de 1000 franchisés en France. Donc le fait d'expliquer à ces franchisés qu'il y a du 3DS et que les transactions ne seront pas fraudées, eh bien, c'est aussi rassurer les franchisés sur son chiffre d'affaires. Et je vais même vous dire, c'est tellement puissant ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à obtenir de PayPal la non-répudiabilité du paiement. Vous savez tous que les paiements PayPal sont répudiables. Donc il y a d'autres qualités au paiement PayPal, mais en tout cas, ça, pour le coup, ça peut être un petit souci. Eh bien, à partir du moment où McDonald's a pu montrer à PayPal qu'il avait 0 cas de fraude, ils ont dit à PayPal, attendez, il n'y a aucune raison qu'on accepte de la fraude chez vous. Donc, si vous faites passer un paiement, et vous avez tous les éléments pour l'approuver. Si vous l'avez approuvé après, moi, je suis capable d'apporter la preuve que j'ai bien délivré le repas. Donc, il y a eu un paiement sécurisé par votre solution. Moi, commerçant, je sais apporter la preuve que j'ai livré le produit. Donc, vous me garantissez. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Alors, dans les données objectives, la dernière que je voulais vous donner, le dernier takeaway quand même, c'est le petit cadenas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que je suis étonné parfois de voir qu'il y a si peu de gens qui le savent. Quand vous payez sur Internet, sur un site sécurisé, vous voyez, on va vous envoyer sur une page, etc. Vous regardez sur le HTTP à gauche, et s'il n'y a pas de cadenas, je vous invite à quitter rapidement la page et à renoncer à votre achat. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses qui contribuent à un univers de confiance pour le consommateur. J'en arrive à la communication. Sur la communication, donc j'ai déjà dit un mot sur la plateforme de marque. Donc la plateforme de marque, c'est quelque chose qui va porter les valeurs de l'entreprise. Elle les affiche. Donc ça, c'est un signe d'enchantement. C'est un facteur de réassurance important. Mais en même temps, il faut bien reconnaître que le risque zéro n'existe pas. Vous avez la meilleure éthique, vous avez la meilleure plateforme de marque. Vous êtes toujours potentiellement agressé par un hacker, quelqu'un de plus malin, qui va réussir à vous sortir de là. Et donc, dans ce cas-là, la plateforme de marque, c'est aussi afficher une posture. La confiance, c'est aussi une question de transparence. Si j'ai un problème, je ne le garde pas pour moi. Déjà, j'ai formé toutes mes équipes SIC précédemment. J'ai formé tout le monde chez moi. J'ai sensibilisé au risque, j'ai fait les KYC, j'ai mis du 3D Secure, j'ai fait tout ce que je pouvais pour vous protéger. Donc ça, c'est la première chose. Mais ça s'est quand même passé. Ça s'est quand même passé. J'assume mes responsabilités. Je fais pas l'autruche. Je tarde pas à réagir. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un plan de prévention qui a été travaillé aussi. J'ai prévu que si jamais j'avais un problème, mes équipes sont formées. J'ai même fait des exercices pour ça. Je connais déjà un cabinet de communication de crise qui va m'aider. Et puis, ma foi, quand on a merdé, il faut réparer. Donc, on n'essaie pas de se cacher. Ah non, mais c'est pas moi, c'est l'autre, etc. À un moment donné, ça coûte du pognon. Et il y a quelqu'un qui va payer les pots cassés. Donc, faut avoir bien ça en tête quand même. Et puis le troisième, je renvoie sur l'intervention d'Isabelle, c'est l'adhésion, l'adhésion au standard. Donc ça veut dire partager, ça veut dire jouer le jeu, ça veut dire jouer collectif. Et puis, comme l'a très bien dit Jean-Baptiste en introduction, la réglementation aujourd'hui va dans ce sens avec la NSSI qui vous impose, peut-être pas encore à tout le monde, mais ce serait bien quand même qu'on ait le réflexe, chaque fois qu'on se fait vraiment voler, on n'hésite pas à le faire savoir aux gendarmes. On le déclare. On le déclare. Donc, j'en arrive à ma conclusion. J'ai été trop long ? Oui, bien sûr, François. Toujours. Bon, alors je la fais courte, la conclusion. Sur la question de passer de la contrainte à l'enchantement client, c'est aussi une question de transparence. Donc c'est une série finalement d'éléments. C'est pas un élément, c'est pas je l'ai affiché avec mon étendard. C'est finalement un effort de tous les jours. C'est une somme de petits éléments qui, consolidés les uns les autres, vont créer ce climat de confiance, ce climat de réassurance, et qui vont faire que tous ces efforts que vous faites pour protéger vos clients, eh bien, ils vont être perçus positivement par lui. Le second, c'est l'humain et c'est les collaborateurs. Donc, il faut absolument valoriser cet engagement des collaborateurs, faire en sorte qu'ils soient acculturés au risque. Et quand il y a un truc suspect, eh bien, ils aient le réflexe par eux-mêmes. Quand il y a quelqu'un qui a fait un paiement à distance avec une carte étrangère et qu'il n'y a pas eu de 3DS et qu'il vient chercher 5 iPads d'un seul coup, peut-être intérêt à lui demander à faire une transaction avec le code PIN, parce que si vous laissez partir la marchandise, malheureusement, vous la retrouverez jamais.
Et puis le troisième, donc j'ai déjà dit, c'est l'écosystème, c'est le jouet collectif. Donc c'est de vraiment travailler tous ensemble pour partager les expériences, déminer, ne pas hésiter à raconter, comme tu l'as fait, ton aventure, de façon à ce que ce partage crée des mécanismes d'alerte et crée les bons réflexes pour lutter et enchanter les clients. Merci beaucoup, François. Et puis quand je vois comment tu as enchanté la salle, je pense qu'on a réussi. Tout à l'heure au cocktail. Ouais, voilà.